ravi, bien sûr, de vous accueillir. Luc, 30 ans, c'est quand même un bel anniversaire, on va l'évoquer. Alors, c'est vrai que ces tables rondes, il y en a 2 qui sont prévues pour cet après-midi. Luc vous l'a évoqué, on va forcément inviter les participants de ces tables rondes, mais on va interagir avec vous. Des rebonds, il en faut, parce que ce qu'on va mettre en exergue au travers de ces 2 tables rondes, c'est quand même l'excellence. Et c'est vrai qu'il y a un mot que vous avez utilisé, c'est un modèle inspirant. J'allais dire que plus qu'un modèle inspirant, c'est un modèle, j'allais dire, je te disais ce mot, je l'aime bien, et il est systémique. On est dans une société où il faut des fois employer des mots un peu barbares, mais je trouvais que dans la démarche systémique, c'était faire montre que vous, coopérateurs, vous avez su finalement pendant... bien sûr 30 ans, peut-être avant, et j'espère encore pour 30 ans encore, non seulement su développer finalement cette agriculture, salvatrice, je dirais, parce que vous êtes au sens large, mais c'est simplement tout ce qu'il y a eu à côté, qui l'environnement, qui le social, qui l'économie. C'est ça qu'on va pouvoir justement mettre en débat, parce que c'est pertinent. Alors, avant de démarrer les tables rondes, et je vais forcément convier celles et ceux qui vont participer à nous rejoindre, je crois qu'un petit film va être lancé, c'est ça, Sylvain? Avant ou après? Eh bien, lance-le maintenant et on démarre juste après. J'aperçois le Gois. Me voici arrivé à Noirmoutier, cette île connue pour ses plages, ses ruelles, ses mimosas, sa pomme de terre et son sel. Je devine qu'au-delà de l'image d'Épinal, il existe autre chose. Pour le savoir, je m'éloigne des axes principaux. Aujourd'hui, depuis le port du Bonhomme à la Guérinière, le regard plongeant vers l'estran, je m'interroge sur l'activité de ces hommes de la mer qui ont fait de l'élevage d'huîtres leur métier. En remontant les cabanes ostréicoles, je m'aperçois que la plupart des producteurs se sont regroupés au sein d'une coopérative. Je comprends que la coopérative ostréicole fait partie d'un groupement l'unissant à toutes les autres coopératives présentes sur l'île, à savoir la coopérative des sauniers, celle des cultivateurs de pommes de terre et celle des pêcheurs artisans. En parcourant l'île jusqu'au port de l'Herbaudière, je suis invitée à entrer dans chacune d'entre elles. C'est ainsi que je découvre qu'au-delà de leur production qui font la renommée de l'île, elles participent activement au dynamisme économique de leur territoire. Chaque coopérative appartient à ses producteurs. Sur le principe d'un homme, une voix, ils décident ensemble des stratégies de développement de leur activité. Sur Noirmoutier, leur savoir-faire reconnu, l'excellence de leur production et la juste rémunération de leur travail leur permet d'ancrer leur famille sur le territoire et de favoriser l'emploi à la fois local et durable. En dehors de leurs activités, producteurs, coopérateurs et salariés participent par leurs besoins quotidiens à dynamiser l'économie locale et l'ensemble des services utiles aux habitants de tout âge. En cette fin de journée, en repartant par les marais salants, je me dis que les 4 coopératives de l'île ont pris une bien belle initiative il y a 30 ans en créant une association commune pour promouvoir ce modèle vertueux et inspirant auprès de gens qui, comme moi, ne connaissent pas cette singularité noirmoutrine. Eh ben, l'introduction est faite, cher Luc, hein, vous savez, on va pouvoir, j'irai passer à ces débats. Alors, je l'évoquais, 2 tables rondes. La deuxième, tout à l'heure, ça sera dédié à quand l'excellence se transforme en richesse commune et valeur ajoutée territoriale. Ça sera pour la seconde partie de cette séance. Je vais inviter, alors avec un petit Larsen, monsieur Dominique Chargé, qui est là, qui est donc le président de la coopérative agricole, monsieur Luc Janot. Enfin, tu vas te présenter, de la coopération agricole. Coopération agricole, excuse-moi, oui, c'est vrai. Merci de cette correction. Luc Janot, président des Saveurs de l'île de Noirmoutier, tu es avec nous. Madame Jessica Tessier, voilà, à nous rejoindre, présidente de la coopérative agricole de Noirmoutier. Et puis Véronique Le Guern, administratrice. Est-elle là, Véronique? Oui, elle est là. Où est-elle? Là. Voilà, je la cherchais. Administrative de la coopérative ostréicole de Noirmoutier. Véronique, venez ici à mes côtés. Ravi finalement d'ouvrir cette table. Dominique, je vais me tourner vers vous. En tant que président de la coopération agricole, je recorrige, parce que c'est vrai qu'ici, 30 ans, c'est vrai que
On a toujours un langage, nous, agricole, on voit l'agriculteur, toujours un petit peu avec une image, j'allais dire, d'Épinal. On voit la basse-cour, je vais me prendre quelques pas de côté, mais on voit notre canard, notre cochon dans la mare, comme ça. C'est vrai que l'agriculture a énormément changé aux yeux du public, même si, dans certains cas, je dirais, ces images d'Épinal peuvent fonctionner. Aujourd'hui, la coopérative fonctionne en France. Je crois qu'elles sont les premières à nous fournir, en tout cas, dans notre alimentation, chaque jour. Donc ça, c'est très important. Je voulais, avec vous, démarrer avec un constat, justement, sur cette présence territoriale. On reviendra forcément sur l'exemplarité noirmoutrine, mais où en sommes-nous en France aujourd'hui sur le travail des coopératives? Alors, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je veux vous remercier pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. Je suis ravi d'être là parce que quand on fête un anniversaire qui concerne 4 coopératives, ça fait 120 ans en fait. Hein, non, je le dis. Et alors, je voulais dire, pour ne pas oublier, je vais vous souhaiter tout de suite un bon anniversaire, parce que je ne sais pas si... 30 ans, c'est l'âge de mon fils, de ma fille, enfin plus exactement de ma fille maintenant. Mon fils un peu plus, mais dans le souvenir que j'ai, moi, de mes 30 ans, 10 ans, c'est l'âge de la genèse, 20 ans, c'est l'âge de la maturité, 30 ans, c'est l'âge de la pleine puissance. C'est le moment, je pense, où dans notre vie, on exprime la pleine puissance. Donc, je vous souhaite l'expression de cette pleine puissance pour les 30 ans des saveurs de l'île de Noirmoutier. Et je voulais aussi préciser qu'avant d'être le président de la coopération agricole, je suis agriculteur en voisin. Je n'ai mis qu'1 heure et demie à venir, un petit peu plus, mais donc je suis agriculteur tout près d'Ancenis, en Loire-Atlantique, et je suis vice-président de la coopérative voisine aussi, Terrena. Voilà, donc on a une exploitation on est 3 associés, une exploitation laitière, volaille, classique et label, et puis céréalière. Et je suis président de la coopération agricole, je suis dans la dans la dernière année de mon 2e mandat, donc ça va faire 6 ans. Et en fait, les coopératives aujourd'hui agricoles, elles représentent effectivement à peu près 40%, entre 40 et 45% de l'agroalimentaire, c'est-à-dire de la fabrication de l'alimentation que nous consommons tous les jours. Il y a 2100 coopératives en France. Et ce qui est important de noter, c'est que dans les 2100 coopératives, 95%, c'est à peu près la statistique qu'on a aussi sur l'ensemble de l'agroalimentaire, c'est-à-dire tout le monde hors coopératif, 95% sont des TPE et des PME. La différence des coopératives, c'est qu'elles sont ancrées sur les territoires, ça a été dit très bien dans le petit film, elles sont la propriété des agriculteurs, et elles sont finalement... comme on a coutume de le dire, elles ne sont pas délocalisables et elles ne sont pas opéables. C'est-à-dire qu'elles sont ancrées au cœur d'un territoire, elles sont là pour servir l'intérêt économique et social d'un territoire et finalement de faire en sorte que la dynamique agricole et agroalimentaire, parce que pour faire de l'agriculture une alimentation, il faut de l'agroalimentaire. C'est pas péjoratif, c'est pas un gros mot, c'est ce que vous faites dans ce que j'ai vu quand vous traitez les pommes de terre, quand vous traitez les huîtres ou les moules. Voilà, donc il faut cette partie industrielle qui est indispensable à la transformation de notre agriculture en alimentation. Donc c'est à la fois les deux. Donc 2100 coopératives, on est présent 40% de l'agroalimentaire, elle représente quand même plus dans la partie production, on parle de 60 à 70% de la production agricole. Alors c'est très variable suivant les productions, c'est très fort quand on parle de céréales, c'est très fort quand on parle de porc. Ça l'est un peu moins quand on parle de viande bovine et je passe, mais voilà. Donc elles sont de toute taille, elles sont dans tous les territoires et elles sont, j'allais dire, au service de l'économie de chacun de nos territoires, donc adaptées à ce que sont les dynamiques territoriales. Et la coopération agricole, c'est donc l'organisation qui fédère l'ensemble de ces 2100 coopératives. Le siège social est à Paris, dans le quartier de la Bastille. Et cette organisation, avec ses déclinaisons par métier, par filière, et ses déclinaisons régionales, ça représente à peu près 200 à 300 personnes qui travaillent pour aujourd'hui, j'allais dire, soutenir, accompagner l'ensemble des coopératives en France. Voilà. C'est un agriculteur sur 3, je pense que c'est intéressant de noter, un agriculteur sur 3 aujourd'hui qui est membre, au moins membre d'une coopérative. Et je ne voudrais pas oublier, quand on parle des 2100 coopératives, je ne voudrais pas oublier les 11 500 CUMA, donc, oui, qui sont les coopératives en amont de l'utilisation collective, enfin de l'utilisation du matériel en commun, qui sont aussi des acteurs essentiels sur les territoires en termes d'organisation collective de la production et qui permettent, j'allais dire,
d'acheter et d'utiliser du matériel performant et de manière collective pour être en capacité de faire baisser les coûts. Donc voilà un petit peu le mapping de ce qu'est aujourd'hui la coopération. C'est effectivement une organisation, un modèle économique qui progresse parce que... alors, on peut progresser pour de bonnes raisons, on peut aussi progresser pour de moins bonnes raisons, c'est-à-dire que le monde coopératif se maintient dans l'ensemble d'une activité qui diminue. Donc on progresse effectivement en valeur relative, ça ne veut pas dire qu'on progresse énormément en volume. En revanche, les coopératives sont quand même souvent sur l'ensemble des territoires les organisations économiques qui font en sorte de maintenir l'activité économique. C'est-à-dire que quand certains acteurs non coopératifs se retirent pour des raisons qui sont les leurs, hein, qui sont liées à la non-rentabilité de leurs activités ou à du développement sur d'autres secteurs ou dans d'autres lieux, et bien souvent les coopératives sont amenées à reprendre ces activités. Ça a été très vrai dans le secteur laitier lorsqu'il y a eu, j'allais dire, la transformation du modèle en sortie des quotas laitiers dans les années, entre les années, on va dire, 2005 et les années 2015. Et ça l'est régulièrement lorsqu'on observe des difficultés. D'ailleurs, on voit que dans le monde non agricole, dans l'économie en dehors de l'agriculture, aujourd'hui, dans certaines situations où des entreprises sont mises à mal par la structure économique dans laquelle elles sont, eh bien, on fait parfois appel au modèle coopératif, c'est-à-dire à l'initiative collective des salariés pour reprendre, j'allais dire, le flambeau et s'organiser collectivement. Donc ce modèle, il a effectivement de l'avenir. On est dans une organisation au-delà, je pense qu'on en parlera, d'être le monde coopératif. Pour le monde coopératif, on est agricole, on est dans l'organisation globale de l'économie sociale et solidaire. Et donc, à ce titre-là, évidemment, très très impliqué dans tout ce que sont les dynamiques dans lesquelles on est, ce que les sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui, c'est les sujets évidemment de souveraineté alimentaire, c'est les sujets de compétitivité de nos métiers, parce que je pense qu'il faut parler de compétitivité. Sans compétitivité, il ne peut pas y avoir d'activité durable. On a évidemment les sujets de transition écologique, qui sont, et donc notamment de décarbonation de nos activités. Et puis, inhérent à tout ça, les questions de revenus, de prix évidemment, et de revenus, surtout de revenus d'ailleurs, et bien sûr de renouvellement de génération. Ce sont les sujets sur lesquels nous sommes mobilisés, avec dans le... Je suis pas venu là pour faire, j'allais dire, un plaidoyer coopératif au sens politique du terme, parce que évidemment, la situation politique dans laquelle on est en train de nous faire prendre énormément de retard et créer beaucoup d'inquiétudes dans le monde de l'entreprise en général et dans les coopératives en particulier, parce qu'on aurait besoin d'action et nous n'avons pas un contexte politique qui se prête à l'action. Et nous sommes en train de perdre beaucoup de temps, du temps que nous aurions dû mettre au service des actions nécessaires, notamment à la suite des crises et des mouvements agricoles que nous avons subis, que nous avons vécus en fin 2003, début 2024. Voilà, j'arrête là, puis on aura le temps. Très bien, merci Dominique. C'est vrai que c'est clair, si dans la salle vous souhaitez réagir, c'est vrai qu'à vous écouter, on voit bien qu'il y a une conjugaison au pluriel, cher Luc, et celle-ci, en tout cas, nous va bien. Ce nous d'ailleurs, puisque c'est quand même ce travail des coopérateurs. J'allais dire que nous aussi, consommateurs, parce que l'amont est là, l'aval, c'est vous, c'est moi. C'est quand nous faisons nos courses, je vois une enseigne que vous connaissez bien ici, Vendée Qualité, ils travaillent d'ailleurs à plus d'un titre. Ils ont changé leur nom de système, ils sont devenus coopérateurs. Je crois que c'est un mot dans notre langage français qui va prendre de plus en plus, en tout cas, d'ampleur, certainement de signification et aussi de reconnaissance, parce que cette reconnaissance, 30 ans, cher Luc, Dominique l'évoquait, 4 coopératives ont su finalement se conjuguer, additionner pour finalement associer un dynamisme économique, on le voit, en tout cas il est présent, d'innovation, de la compétitivité, Dominique l'évoquait là encore, de la cohésion sociale, il ne faut pas l'oublier parce que c'est fondamental. Vous appartenez à un territoire. Ce territoire, il est multiple. On va voir cette richesse également. Et puis, forcément, une attractivité, malgré ce soleil noirmoutrin d'aujourd'hui. En tout cas, voilà, l'activité est là. Elle est plurielle. Une courte présentation, justement, de ces 4 coopérateurs et on se tournera vers Jessica et Véronique pour avoir un regard plus singulier sur ces 30 ans d'histoire. Ah, on ne l'avait pas prévu comme ça, mais la présentation de la coopérative, je propose que ce soit les présidents des COP qui sont là. À moins qu'il y en ait, oui, voilà. Tu les connais toutes et tous. Qu'ils le fassent.
On peut commencer par les deux qui ne sont pas avec nous. On a Christian peut-être Donc on a Alain Burgodeau et Christian pour la pêche. Donc si on peut leur passer Alors, on va leur poser un micro. Je vais donner mon micro, je vais travailler avec le tien. Tiens, on va demander à Gaëtan, mais en attendant, justement, on va démarrer avec Véronique pour Alors la coque d'huître, on va gagner du temps. La coque d'huître. On va aller voir Christian. Tu peux. Ouais, Véronique, justement, l'ostréiculture. Alors aujourd'hui sur le bassin de Noirmoutier, en termes d'emploi, première question, on parlait de cohésion sociale. Combien de gens aujourd'hui vivent finalement sur l'île de l'exploitation ostréicole? Alors quelques chiffres. À la COP ostréicole, il y a 20 ostréis, Ouais. 20 pêcheurs à pied. Donc on a une quarantaine d'adhérents, ce qui font vivre pas mal de familles quand même sur l'île. Au-delà de ça, la COP a besoin de main-d'œuvre, de gens qui travaillent. Alors ils viennent pas forcément de l'île, mais ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi dans nos cabanes parce que en dehors des 20 adhérents de la COP, il y a aussi des indépendants. On est à peu près une trentaine d'ostréiculteurs encore sur l'île de Noirmoutier. Les entreprises plus ou moins grandes. Donc ça reste des entreprises quand même familiales qui font vivre, je sais pas moi, une cinquantaine de familles à peu près, 50 personnes sur le bassin. Justement, on est forcément sa valeur de fonction, ostréicultrice. On est aussi une maman, une femme engagée dans son environnement. Quand tu fais tes courses et autres, il y a des échanges là aussi avec des Noirmoutrines, des Noirmoutrins sur justement ce métier, sa place aujourd'hui sur l'île. Alors, les Noirmoutrins sont attachés au métier de l'ostréiculture, aux métiers qui sont représentés sur l'île de Noirmoutier. Ils font attention, ils sont vigilants à ce que l'île de Noirmoutier reste un bassin d'emploi de producteurs. Ça, c'est très, très important pour eux. Les vacanciers aussi, les résidents secondaires, les gens qui sont de passage nous disent bien. Moi, je fais le marché à Noirmoutier. Je sais qu'en échangeant avec les gens, ils sont très très attachés à ce que l'île reste un emploi, reste un bassin d'emploi très important. Ils veulent pas d'une île fermée que au tourisme, non. Ils veulent une île vivante, comme ils disent. Ça interpelle, vous pouvez tous réagir, mais ce que tu dis là, je sais qu'on a quelques acteurs du monde politique, mais c'est vrai que cette île a su préserver, au-delà de son paysage, une architecture, ras de sol, bien évidemment, pour ceux qui connaissent d'autres cités, on voit tout de suite de quoi je veux évoquer, mais ça c'était important, cette attractivité, il y a du logement pour autant, il n'y a pas trop une pénibilité là d'accueil sur la saison ou d'une manière plus annuelle pour héberger des travailleurs. Alors, il peut y avoir une petite pénurie. Oui, elle est légère. Pénurie. Oui. Je trouve que à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place au sein de la communauté des communes. Les mairies font beaucoup pour loger les saisonniers, pour que nos travailleurs puissent venir travailler dans nos entreprises, dans nos COP et qu'on réponde à la demande de la main-d'œuvre tout au long de l'année. Je parlais d'émulation collective, le fait d'être 4. Est-ce que là aussi, c'est une force supplémentaire que finalement d'être fédéré en une seule et unique coopérative ostricole? C'est une force, c'est sûr. La solidarité avec les 4 COP, c'est une force dont on a besoin. En tout cas, nous, la COP ostréicole, on en a eu besoin. On en a besoin encore. Une belle solidarité avec les autres COP qui nous ont donné un sacré coup de main depuis quelques mois. Ne serait-ce que par leurs conseils, par leur aide. Il y a un vrai partage de connaisses, de pratiques sur l'expérimentation. Ouais, tout à fait, ouais. Et heureusement qu'ils sont là, pour nous aider quotidiennement. On se sent aidé, on se sent... La moindre question, en fait, on va se tourner vers quelqu'un, un acteur d'une autre COP pour poser une question et on a une réponse et on se sent écouté et ils savent par où on passe, ils savent nous donner les bonnes réponses et les bonnes directions à suivre pour que la COP perdure et que ça fonctionne. Justement, Jessica, je rebondis à l'autre bout de la table et puis je me tournerai vers le public juste après. Avec le micro, c'est mieux. Qu'en est-il justement côté la coopérative de pommes de terre? Plus d'emplois, elle est plus importante que celle de la coopérative ostricole. Quels sont les volumes?
Alors, plus qu'en termes de volume, moi, je préfère parler en tant que nombre de personnes représentées au sein de la COP. Donc, nous, on a 22 familles de producteurs qui sont adhérentes de la coopérative. Très bien, oui. On emploie une vingtaine de salariés à l'année et on a jusqu'à 50 saisonniers. Et je dis souvent, un saisonnier qui vient, c'est toute sa famille qui va venir sur l'île. Donc, on participe au maintien de l'emploi sur le territoire. Et c'est ça qui est vraiment important pour moi, au-delà, évidemment, du volume qu'on peut produire tous les ans. Il y a cet aspect-là qui est vraiment l'aspect humain qui est au cœur de nos productions, quoi. Oui. Justement, avant que je me tourne vers la coopérative de l'Herbaudière, je sais qu'on a André Corbejeau dans la salle, il est là, parce que Génov, c'est 30 ans également, Luc, de vie commune. Oui, j'en parlerai en fin de journée, mais effectivement, en 1994, il y a juste 30 ans, j'en parlerai après parce que sinon je vais dire 2 fois la même chose. C'est créé le groupement d'employeurs qui maintenant s'appelle Génov, groupement d'employeurs du Nord-Ouest vendéen, dont André est le président, et je vais te laisser bien volontiers présenter ce groupement. Estelle Gilles, la directrice, nous rejoindra pour la deuxième partie. Donc André, je te laisse... Oui, en quelques mots, juste parce que c'était une innovation aussi de forger une réponse constructive à un emploi multiple. Il fallait être là aussi novateur et puis, je dirais, s'orienter vers un horizon de l'emploi. Pas si simple que ça, quand même. Oui, en fait, cette association, donc, cette structure a été créée par rapport aux besoins qui étaient émis sur les 4 COP et d'autres entreprises. Évidemment, on est très heureux, nous aussi, de fêter nos 30 ans. Après, cette structure, en fait, s'adapte et s'est adaptée aux besoins des salariés. Donc, l'idée étant de pérenniser, de transformer des contrats qui étaient en CDI chez plusieurs coopérateurs ou coopératives, les transformer donc en CDI. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, au terme des 30 ans passés, on a pu réaliser à peu près dans les 200-250 CDI qui se sont confirmés. Donc ça veut dire qu'en fait, on avait des salariés qui se retrouvaient à travailler 3 mois ou 4 mois à la coopérative agricole, voire la coopérative du 8 ou dans d'autres entreprises. Si je fais un premier arrêt, on parle de stabilité de l'emploi quand même en premier lieu. Ça, c'est important pour vous, coopérateurs, parce qu'il faut utiliser une main-d'œuvre qui se veut ancrée. On avait ce mot qui était important, l'ancrage. C'est tout fondamental. À l'heure, il y avait un mot qui était dit sur le logement. Tout simplement, une personne qui n'est pas en CDI aujourd'hui à Noirmoutier, c'est impossible déjà, de se loger ne serait-ce qu'en location, et 2, de pouvoir investir dans un premier bien immobilier. Donc le fait d'avoir quelqu'un qui est employé par le Génov à l'année, donc qui va faire une saison agricole à la coopérative de pommes de terre, éventuellement une saison estivale dans un restaurant ou un hôtel ou autre, venir faire quelques marées aux huîtres l'hiver, puis reprendre au printemps chez les uns, chez les autres. La personne va bosser 10 à 11 mois sur 12 et en CDI au Génov. Et pour elle, c'est une vraie opportunité de pouvoir se stabiliser, de rester sur le territoire. Et nous, ça répond à un besoin qui est essentiel pour nous, qui est simplement d'avoir du monde pour bosser avec nous. Justement, André, cette réponse justement aux variations de l'activité, elle était aussi fondamentale dans le langage politique du territoire. Donc c'était en réponse à cette différence à ces variations de personnel. Ça veut quand même dire que, bon an, mal an, on est toujours à peu près avec 80 salariés qui sont partagés chez une quarantaine d'adhérents. Ouais. On peut parler de réseautage, d'opportunités. Il y a quand même des acquisitions de compétition. Ça vient là aussi fomenter, je dirais, l'attractivité du territoire et puis de créer de nouvelles venues qui soient pérennes aussi sur ce territoire. Tout à fait, oui. Alors, je fais le constat en même temps de nos 30 ans. Les personnes qui ont créé les saveurs, en fait, sont un peu les mêmes que celles qui ont créé le Génov. Et puis, j'ai vu que mon ami Gérard Semelin était là, qui a été un des initiateurs du Génov. Et puis, il y avait aussi Édouard, il y a Christian. Donc, je peux que vous féliciter. Et tout à l'heure, je me suis permis de me renseigner un peu auprès de la direction du travail. Finalement, il y a 30 ans, vous avez créé le premier groupement multisectoriel. Et j'ai eu la surprise d'apprendre tout à l'heure qu'en fait, on est rendu à plus de 900 groupements multisectoriels en France en 30 ans.
Donc ça générait de l'émulation, et puis ça répondait aussi à des besoins sur d'autres territoires. Ouais. Avant que je me tourne vers Christian, justement, Luc, en tant que président des Saveurs de Lille, on prend un peu de hauteur sur les 4 coopératives. Sans cette addition de compétences, de services, de prestations, les réussites communes auraient été quand même plus délicates. Il aurait fallu mettre plus d'action à l'édifice. C'était important que finalement tous ces acteurs soient présents. Je ne sais même pas si elles auraient été délicates. Elles n'auraient peut-être pas été du tout. Parce qu'en fait, que ce soit le Génov, que ce soit les Saveurs de Lille, ou que ce soit les COP, c'est bien l'action dans la durée qui est une première réussite, mais qui est aussi, c'est génétiquement lié à ce qu'est une coopérative. Tu l'as dit, Dominique, tout à l'heure, c'est pas délocalisable. On n'est pas là, je le redirai aussi, on n'est pas là pour, je le dis cash, pour profiter du mot Noirmoutier. On fait partie avec les élus et d'autres entreprises, merci à ceux qui sont ici. Nous participons tous à la notoriété de Noirmoutier, qui nous le renvoie. Enfin, tout ça est vertueux. Mais une coopérative, c'est pas opportuniste au mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'on ne presse pas le citron de la notoriété de Noirmoutier. J'emploie pas le mot de marque. Et puis une fois qu'on a pressé le citron, on s'en va et on va voir ailleurs. Peu de personnes savent qu'une coopérative, quand ça se passe mal, on n'en est pas là, heureusement, on ne peut pas la vendre. J'ai dit un jour à un élu que vous connaissez, qui était un ancien sous-préfet, donc je pensais qu'il savait ça. Je lui ai dit, tu sais, si un jour l'agriculture va mal, on ne mettra pas une pancarte à la coopérative à vendre. Notre coopérative de pommes de terre à vendre, au sens commercial du terme, ça vaut 3 sous. Hein. On peut y faire un casino, on peut y faire une piscine, on peut y faire un supermarché, enfin on peut tout y faire. Il y a même peut-être même... Bon, bref. Ça n'est pas possible. Quand une coopérative fond les plombs, il y a ce qu'on appelle une dévolution, et c'est une autre coopérative qui reprend les actifs quand il en reste. Bon, bref. Et cette action dans la durée, la plus ancienne coopérative, ça doit être la coopérative de Selles, si je ne m'abuse, qui se présentera, parce qu'on était parti de là quand même. Hein, il reste de coopératives. Oui. L'action dans la durée, c'est quelque chose de primordial. Alors forcément avec des hauts et des bas, mais pour reprendre ce que tu disais, les réussites collectives, par définition, elles ne peuvent exister que si des personnes veulent travailler ensemble. Et la création et du Génov et des Saveurs de Lille, c'est parce que des personnes ont voulu travailler ensemble. C'est aussi dans le fondement des coopératives de coopérer entre coopératives. C'est même le 6e principe de la coopération, mais il y en a 7, on ne va pas tous les énumérer. Après, je vais le dire cash aussi, quelquefois au quotidien, c'est très, je ne veux pas être grossier, mais c'est compliqué quelquefois de travailler ensemble, hein, ne serait-ce que pour des raisons d'agenda, etc., etc. Mais on porte tous l'intérêt, je me méfie du mot collectif, hein, mais l'intérêt de l'île de Noirmoutier, où chacun s'y retrouve pour plein de raisons. Ouais. Cet exemple, Dominique, justement, parce qu'on rentre tranquillement dans cette vie noirmoutrine de coopérateur, et il fait écho, là, justement... mais il est plein de bon sens, d'abord. Ensuite, moi, je pense qu'il est plein d'enseignements, et je pense qu'il préfigure de ce que devra sans doute être le mouvement coopératif du futur. Je dis ça de manière très simple. Je pense qu'on a quelque chose, en fait, qui est complètement l'initiative d'hommes et de femmes sur un territoire. Donc le territoire, ici, il est facile à identifier. Parfois, c'est un peu diffus. On a tendance à pousser un peu, je regarde mon voisin vendéen, on a tendance un peu à vouloir pousser les murs. Ici, il y a au moins une chose de sûre, c'est que le territoire, alors je ne sais pas, sur la mer, j'ai moins la visibilité. Mais en tout cas, le bateau revient toujours ici, je pense que... Mais voilà, donc des hommes et des femmes sur un territoire... Pour un projet, moi je collectif au sens ensemble, pour un projet collectif de territoire. Ce projet, il est économique. Il doit être économique, il doit être créateur de valeur. Et en fait, le modèle coopératif, il offre aux gens, aux hommes et aux femmes, le moyen de le faire. La coopérative n'est qu'un moyen, ça ne reste qu'un moyen, c'est l'initiative des hommes et des femmes. Mais le modèle coopératif, il permet d'avoir un objectif qui traduit l'initiative
d'hommes et des femmes sur un territoire et de le traduire et de le porter dans la durée. Ce qui fait, je pense, Luc, qu'on est moins exposé sans doute que d'autres modèles économiques à la faillite. On est confronté aux difficultés, mais qu'on est moins confronté à l'arrêt et, comme tu l'as dit, à la dévolution. C'est parce que, d'abord, notre driver, ça n'est pas la rentabilité du capital à court terme. Ça n'est pas la rentabilité immédiate du capital à court terme. Notre driver, c'est l'intérêt des associés coopérateurs, des gens, des hommes et des femmes pour lesquels nous nous sommes engagés. Donc, quand on voit la difficulté arriver au sens du service fait aux hommes et aux femmes de ce territoire, on adapte, on corrige, même si le modèle économique, le modèle économique, en tout cas la performance financière, doit temporairement se fragiliser, mais de retrouver un projet dynamique qui permette de perpétuer cette activité, cette dynamique territoriale. Ça, c'est important. Donc, ça offre cette possibilité-là de s'inscrire dans la durée, d'adapter la stratégie, etc. Deuxième point, ça offre une gouvernance. La gouvernance, c'est les hommes et les femmes qui sont à l'initiative, qui ont à travers leur statut d'associé coopérateur une voix, qui élisent un conseil d'administration à qui ils donnent un mandat de gestion, en gros. Voilà. Après, on rencontre, etc. Voilà. Et le troisième point, il est aussi important, tu l'évoques, mais moi je vais le dire, le modèle coopératif, il donne des droits à chacun d'entre nous, mais il donne aussi des devoirs à chacun d'entre nous. Et le modèle coopératif, il fonctionne, et je pense que ça, c'est une question qui va nous arriver, compte tenu de ce qui se passe dans beaucoup de filières, que si nous respectons une certaine discipline collective qui fait qu'on n'est pas un coup dedans, un coup dehors. Non mais, on peut en discuter, puis je suis ouvert à en discuter. Mais si on est sur un modèle où on peut être un coup dedans, un coup dehors, ça peut marcher un certain temps, mais ça peut fragiliser à d'autres moments. Et donc, moi je pense que ce qui fait la durée, ce qui fait la performance dans la durée, ce qui rend le meilleur service au territoire, c'est cette forme de mode de fonctionnement, cette discipline. Alors discipline, c'est pas militaire, mais c'est mode de fonctionnement qui définit des droits, mais qui définit aussi qui donne des droits, mais qui définit aussi des devoirs. Et c'est comme ça que ça doit marcher. Et je pense que nous avons sans doute à certains moments, je ne parle pas d'ici parce que je pense que c'est... Mais à certains moments, à certains endroits, sans doute manquer un peu de clarté au motif qu'il fallait ouvrir notre modèle, ce qui n'est... Je ne suis pas contre l'ouverture du modèle. En revanche, si on veut qu'il tienne dans le temps, je pense qu'il faut un peu respecter ce qu'est le cadre et le fonctionnement de ce modèle. Chacun est invité à participer à la définition de la stratégie, à donner son avis quand il a envie de le donner. Il est engagé dans un processus dans lequel il a la possibilité de sortir au terme d'un engagement contractuel. Tout ça, ça doit fonctionner, mais je pense que quand on est dedans, il doit y avoir une certaine forme de discipline. Donc pour moi, c'est tout ça, c'est ça qui fait la force. Et après, ce que vous avez très bien fait, et qui est aussi préfigurateur pour moi de ce que doit nous arriver plus, c'est faire de la coopération, coopérer entre coopératives. Et donc, Saveurs de Lille et l'organisation collective, le groupement d'employeurs, je vais appeler ça par un nom assez commun, c'est quelque chose que vous avez fait ensemble et qui vient conforter finalement le projet. Saveurs de Lille pour l'excellence et le groupement d'employeurs pour la rationalité et quelque part, je pense qu'en faisant ça, vous avez, comme tu l'as dit, stabilisé de l'emploi dans la durée pour des salariés que vous avez et que vous n'auriez peut-être pas si vous n'aviez pas fait ça. Voilà. Et on a, alors je pense que c'est un avantage, même si quelquefois on trouve qu'on n'est pas très nombreux. Et je te regarde toi, vice-président de TRNA, et je regarde Jérôme, président de la CAVAC. Vous présidez des coopératives avec des dizaines de milliers d'adhérents ou des milliers d'adhérents. Nous, on n'a pas ce sujet-là. Et donc tout ce que tu évoques en termes de gouvernance et d'implication de chacun, quand on est très peu nombreux, pour la COP que je connais le mieux, Jessica l'a dit, on est 22 producteurs. Si on veut tous se voir, on passe un SMS et on se voit tous le soir même, quoi. Dans vos coopératives, je pense que c'est autre chose, hein, c'est pas forcément comparable. Oui, je te laisse, Luc. Non, c'est pas ça, c'est qu'il faut qu'on finisse la présentation des coopératives. Parce justement, on va avancer avec Christian, mais je voulais faire... alors, merci Dominique, c'est vrai que cette excellence, cher Christian, on va y venir parce que
les marins-pêcheurs, moi je les appelle comme tels, c'est un métier là aussi au long cours. Mais c'est vrai que c'est excellent. Moi j'ai retenu 3 mots, je sais pas vous, mais forcément au-delà de l'économie sociale, je dirais, et solidaire, c'est cette idée de durable, d'équitable que j'ai noté et de responsable. Et finalement 3 maîtres mots qui viennent forger là aussi ces années mise à contribution. Cher Christian, c'est vrai qu'à l'Herbaudière, c'est magnifique quand on est là-bas. On l'a crié, et là, il y a de beaux outils. Qu'en est-il, là aussi, de ces familles qui vivent au loin de l'île, parce que quand on prend les chaluts, on quitte la terre. Et puis, vous avez su, là aussi, vous organiser, malgré des années et des saisons des fois compliquées, et rebondir. Là aussi, on parlait, je dirais, d'émulation. Et je crois que s'il y a un bel exemple d'émulation, c'est aussi cette coopérative de pêcheurs, de marins-pêcheurs. Oui, bonjour à tous. Donc, en fait, sur le port de l'Herbaudière, il y a 3 coopératives à statut maritime. Et avec notamment l'OPAN qui est donc adhérente aux Saveurs de l'île. Donc il y a une coopérative, la coopérative maritime qui est une coopérative d'avitaillement, donc tout le matériel de pêche, matériel de sécurité, le gazole, la glace. Une deuxième coopérative, la COPAN, qui est un centre de gestion pour la gestion des entreprises de pêche et des bulletins de salaire, parce que c'est un peu spécifique. Et l'organisation de producteurs, l'OPAN, qui gère les droits à produire. Alors c'est la gestion de certaines licences de pêche, mais surtout les quotas de pêche qui sont liés aux navires. Donc nous sommes 85 adhérents, 1700 tonnes, et avec différents métiers, le casier, le filet, le chalut, et j'oublie la ligne, voilà. Donc voilà, une diversité, et plutôt de la pêche artisanale, que de la pêche artisanale d'ailleurs. L'Herbaudière, pour situer au niveau de la France, on est une criée moyenne dans le volume. Il y a 34 criées, on se positionne chaque année entre la 16e ou 17e place. Mais par contre, on est sur le podium, sur le prix moyen, parce qu'à Noirmoutier, on débarque des espèces nobles, comme la sole et le bar, qui fait que voilà, on est très très bien positionné. Et qui donne une très forte réputation d'ailleurs à la qualité des produits de Noirmoutier. Franchement, ce n'est pas du chauvinisme, c'est vrai tous les jours. N'est-ce pas, Fabien? Donc, pour en revenir à la question, oui, effectivement, en 2018, on était devant une projection où de nombreux marins partaient à la retraite. Il y a un déséquilibre de la pyramide des âges et donc il fallait anticiper un peu ce départ à la retraite parce que donc de nombreux bateaux allaient être à vendre dans les années qui viennent. En 2017, il y avait une étude qui avait montré que 40% des patrons avaient plus de 48 ans et souvent les marins-pêcheurs, du fait de leur pénibilité et leur carrière longue, partent souvent vers 53-54 ans. Donc voilà, en 2022-2023, beaucoup de marins devaient partir à leur retraite et donc ça voulait dire des navires à vendre. Donc il fallait anticiper ces départs. Donc les structures de l'Herbaudière, on a créé une structure qui s'appelle Cap Avenir Pêche Noirmoutier. Donc les trois coopératives que j'ai nommées, la chambre de commerce qui gère la criée et le concours financier de la communauté de communes. Donc on a créé cette entreprise pour acheter des navires et de mettre en place des jeunes dans la succession, quoi. Donc on avait un programme jusqu'en 2025, il y avait 6 bateaux qu'on avait prévus en rachat. Et donc pour le moment, il y a sur les 4 bateaux qui sont partis, il y a 2 qui ont été acquis par Cap Avenir. Il y a encore 2 autres assez importants qui vont être à vendre dans les années qui viennent. Alors contrairement un peu aux coopératives agricoles, il faut faire un parallèle. Chez nous, un bateau, tous les quotas de pêche sont liés au bateau. Et un bateau, s'il est vendu, s'il part à Arcachon, il emmène avec lui ce patrimoine économique. Alors qu'une terre agricole, elle ne peut pas bouger. Elle restera toujours sur Noirmoutier. Donc ce patrimoine économique, il faut à tout prix le garder. Donc il en va pour l'ensemble de la structure économique du port de l'Herbaudière. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un emploi en mer, c'est 3 emplois à terre.
Donc, un bateau qui part va emmener son équipage, enfin, c'est un équipage qui va partir, mais c'est aussi de l'emploi en moins sur le port de l'Herbaudière, par l'avitaillement, par le mareyage, les poissonneries, par tous les chantiers de chaudronnerie, d'électronique, etc. Donc ça, c'est hyper important. Et donc voilà un peu ce qu'on avait mis en place, donc cette société pour racheter des navires. On perçoit toujours aujourd'hui que le développement des infrastructures, hein, tu l'évoquais Christian, on voit bien comment on indexe finalement une économie, on l'ancre encore, un mot qu'on utilise tout à l'heure. Voilà, c'est des emplois indirects, c'est des emplois connexes également. On vient figer finalement la vie noirmoutrine. Tu penses qu'il y a une perception plus large que celle des coopérateurs? On a conscience de ce travail qui est mené quasi au quotidien? Ou pas? Ouais, forcément, ils en ont conscience. Enfin, voilà, il faut à tout prix garder cette économie à l'échelle du port. Ça, c'est oui. Non, parce que je voyais Dominique réagir sur le fait que mince, J'ai dit plus que ça. Il n'a pas dit mince. Il n'a pas dit mince. Avec un micro, le mot de Cambronne est audible une fois de plus. Oui, mais... non, j'ai employé. Ça m'a vraiment surpris. Mais on était dans les quotas laitiers, on était assez près de ça. Mais effectivement, on avait des droits à produire qui étaient liés à l'exploitation. Et effectivement, ils se valorisaient avec l'exploitation. Donc, quelque part, alors l'exploitation ne pouvait pas passer de Noirmoutier à Arcachon en l'occurrence, mais on avait un peu ça. Mais ça m'a fait réagir. Oui, pourquoi? Parce que le droit à produire, il est la substance de la création de valeur. Le droit à produire qui tient au bateau. Donc, si le bateau s'en va, c'est ce support de la création de valeur qui part avec. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Tout à fait. Et en fait, là où ça m'étonne, c'est que ça fait un peu partie du bien commun. Ce droit à produire fait partie, j'appelle ça le droit à produire, je ne sais pas comment un quota c'est un droit à produire. Ce droit à produire, c'est du bien commun. Et finalement, ce bien commun, il suit l'outil qui sert à le générer finalement. C'est là où c'est étonnant. Et alors après, ça dépend qui est propriétaire des bateaux finalement, parce que c'est là où c'est important. Si la coopérative peut détenir des bateaux, ça veut dire que le droit à produire appartient à la coopérative. Si c'est pas ça le modèle, ça fonctionne comment? Ça serait ma question finalement. Alors donc le droit à produire s'en va avec le bateau si le bateau s'en va dans un autre port ou à l'étranger. L'autre problème aussi, c'est l'emploi. C'est-à-dire qu'il faut trouver, parce qu'on peut acheter un bateau, mais il faut trouver le personnel. Oui, il faut trouver le patron. Donc ça, c'est avec ce déficit de pyramide des âges que j'évoquais, on a aussi mené des actions de porter la bonne parole dans les collèges, dans les forums de l'emploi, et pour essayer de convaincre des jeunes d'aller dans le métier de marin-pêcheur. Il y a la ressource, c'est vrai qu'il y a du haut, il y a du bas, enfin, c'est bon an, mal an, je dirais même les marins-pêcheurs sont résilients et arriveront toujours à pêcher. On a un marché qui est hyper porteur. En France, 80% du poisson, c'est de l'import. Donc le poisson produit en France, c'est... il n'y a aucun souci. Mais entre les deux, il y a les entreprises de pêche. Donc voilà, on a mis la structure pour acheter, acquérir, garder, conserver les navires, le patrimoine, mais il faut les bonhommes dessus, quoi. Et donc il faut aller porter la bonne parole. Donc ça aussi, c'est une action qu'on a menée avec des marins-pêcheurs actifs ou à la retraite, les directeurs de coopératives. On s'est fait aider avec le concours de la communauté de communes pour faire un petit film de promotion, tout simplement, avec un prospectus. Et voilà, on a essayé de porter la bonne parole et essayer de convaincre. Et on voit, là, depuis quand même 4-5 ans, des jeunes reprendre des bateaux. Alors, est-ce que c'est lié directement ou pas? On peut jamais chiffrer, mais en tout cas, il y a des jeunes qui s'installent sur des petits bateaux, pas des gros. Bon, c'est toujours un espoir. Justement, pour asseoir cette maison Noirmoutier, 3 piliers, on vient d'en voir, il faut un 4e, là aussi. Quelle attractivité aussi pour des jeunes gens qui embrassent ce métier. On dit des sauniers ici à Noirmoutier. Hein. Oui. C'est ça, hein? Oui. Bon, je sais que la saison a été dure pour eux. Ils vont le dire à ma place. Vincent, ouais. Est-ce que tu veux parler? Vincent, si tu veux bien prendre le micro, Vincent, merci. Prends le micro. Bonjour.
Ouais, Vincent. Donc toi, tu es saunier, tu es au sein de la coopérative avec une fonction particulière? Je suis président de la coopérative de Celle. Monsieur le Président, enchanté. Ouais. Ouais. La coopérative de Celle, on est 96 producteurs. Oui. Et on a 34 équivalents temps plein à l'usine. Oui. Alors on le voit, c'est vrai que devant la coopérative, il y a toujours une montagne de sel. C'est bon signe ça quand il y a une montagne de sel. Parce qu'on a la chance d'avoir un produit non périssable et on peut fonctionner avec un système de stock. Alors on a parlé de coopérateurs, on a parlé d'émulation. On voit bien ce travail de l'excellence, de l'essentiel. Une saison comme celle-ci où on peut la singulariser, je t'ai entendu l'évoquer, ça fait 5 ans qu'on n'avait pas vu ça. Ouais. J'allais dire parole de paysan, parce que vous restez quand même des paysans, vous êtes ancrés sur ce paysage. Heureusement que vous êtes coopérateur, parce que seul on s'en sort pas quand on est face finalement à un climat qui est aléatoire, qui est compliqué, à des débouchés économiques qui peuvent être bons ou mauvais. Cette idée de coopérateur est essentielle. Le principe d'une coopérative, c'est de s'unir pour être plus fort. Donc évidemment que d'être un groupement, ça aide à lutter contre des mauvaises années comme ça. On parlait d'attractivité. Moi, tu es jeune, hein, il est aussi jeune que nous, Vincent, Luc. Hein. Ok, merci Luc. Il y a des jeunes qui embrassent ce métier, des femmes aussi, la pénibilité des saunières. On a 25% de femmes productrices, donc c'est pas un métier réservé aux hommes. Bien sûr, oui. Ouais. Et on voit, parce que Christian l'évoquait, il y a des gens qui viennent de la cité, qui peuvent là aussi, je dirais, embrasser ce métier. Du monde de tous les univers qui viennent un petit peu. Et puis là, on a la chance depuis 5-6 ans qu'on a vraiment un renouvellement de nos producteurs. On était à 54 ans d'âge moyen, on est descendu à 49, donc bon. J'étais il y a peu de temps là aussi avec un des membres. Moi, je vous qualifie de poète inévitablement. Vous êtes quand même avec toutes les humeurs du temps, au vent, au gré du soleil, forcément, au gré des saisons. C'est vraiment un métier qui correspond finalement, je dirais, à notre humanité. Vous êtes chaque jour, l'hiver, printemps, été, automne, au cœur finalement de... Bon, l'hiver, non, pas vraiment. Un petit peu quand même, faut un petit peu. Sortez, je sais que vous sortez pour certains. Cette idée justement d'être saunier, il y a une philosophie particulière aussi? Je crois qu'il faut aimer la nature, il faut aimer un peu la solitude et supporter la chaleur quand il y en a. Ouais. Bon, aujourd'hui, Luc, justement, cette coopérative, je sais que vous avez... Je parlais de piliers, mais à Noirmoutier, c'est pas le mot qui va bien, cher Dominique. En fait, on parle de balises ici. Hein, ça, c'est plus important, les balises. Vous en avez, je crois, une à l'entrée. 4 balises ont été également, je dirais, érigées. C'était important de communiquer. On a vu que 30 ans... c'est long, une nouvelle génération bien sûr qui arrive, enfin 30 ans ça fait 3 générations. On a vu là aussi au travers des Saveurs de l'Île beaucoup de communication, vous avez bénéficié d'un petit film. C'était important là aussi de se fédérer avec ces 4 coopérateurs, avoir une communication commune et valoriser justement ce goût inévitable qui représente ce diamant qu'est Noirmoutier, quoi. Les Saveurs de l'Île est un moyen, enfin c'est notre outil pour vraiment permettre de diffuser, de communiquer, oui. Luc, justement, quand on a tous ces produits sur une table, je fais un petit clin d'œil parce qu'il y a tout juste 1 an et demi, Guillaume Gomez était entre tes mains. Tu lui présentais là aussi, si quand même, tu lui présentais tout ce travail qui était mené. Il incarne 25 ans quand même de cuisine de l'Élysée. Il a eu un rôle en tant qu'ambassadeur de la gastronomie française. Il était, j'allais dire... étonné positivement. C'est vrai qu'il a pris plaisir. Mais écoute, ça a été... une très belle rencontre et une très belle histoire, parce qu'en fait, on s'est rencontrés au Salon de l'Agriculture. Oui. Il est, comme tu l'as dit, désormais l'ambassadeur personnel du président de la République pour la gastronomie française. Il était accompagné de la sénatrice Dumas, du 17e arrondissement, qui s'occupe aussi de gastronomie et des arts de la table, et puis de Mathieu Lafay, Eurotoc, entre autres. Directeur général, oui. Directeur général d'Eurotoc. Et on leur a présenté les Saveurs de l'Île, les 4 coopératives, ce que l'on fait. Bon. Et je fais toujours ça, je l'ai toujours fait, à chaque fin d'entretien. Je leur dis, mais tout ce que je vous raconte là, en fait, vous ne pouvez pas le comprendre si vous ne venez pas nous voir sur l'île de Noirmoutier. Parce que nos métiers sont particuliers, les 4 coopératives ensemble, c'est particulier, donc venez nous voir. Et en lui disant, je me suis dit, je suis en train de tenir un propos mondain de salon, et on ne se reverra jamais, et je suis très content du moment qu'on a eu. Il nous est arrivé ce qu'il ne m'est jamais arrivé depuis 30 ans, même un peu plus que je suis dans le circuit. Il nous a envoyé un mail, non pas pour nous dire est-ce que ça serait possible, vous vous souvenez que, non. Nous arrivons le lundi 13 juin, TGV de telle heure, nous repartons le mardi 14 juin, TGV de telle heure. Ils ont passé ensemble quasiment 2 jours, ici.
Quand on a un agenda de Guillaume Gomez, non pas de ministre, mais d'ambassadeur, consacré 2 jours entiers pour venir à Noirmoutier, c'est que ce qu'on s'est raconté, ce qu'on a présenté, ça veut dire que ça a fait tilt. Ça a fait tilt parce que le credo de Guillaume Gomez, mais ça peut être aussi le nôtre, il dit il n'y a pas de gastronomie s'il n'y a pas de bons produits, il n'y a pas de bons produits s'il n'y a pas de bons producteurs, il n'y a pas de bons produits s'il n'y a pas de bons terroirs, il n'y a pas de bons terroirs s'il n'y a pas de bons professionnels. Je fais le geste. Tout ça est hyper vertueux. Il faisait pas le temps d'aujourd'hui, coup de bol, il faisait super beau, on l'a emmené dans les parcs à 8, enfin on l'a emmené partout. Il a tout fait. Ouais. Et Guillaume Gomez, faut pas lui raconter de bobard, hein. 25 ans, chef cuisinier à l'Élysée et toute sa carrière, il connaît tout sur tout. Donc en fait, s'il est venu, c'est pas pour connaître la pomme de terre, c'est pas pour connaître le sel, les huîtres ou les poissons, c'est pour rencontrer des hommes et des femmes. Bien sûr. Je reprends ce que tu disais sur les coopératives, voir ce qu'on a fait ensemble. Il était visiblement il a beaucoup apprécié sa venue ici. Il nous a dit qu'il avait, alors c'est sans doute un peu sympa, qu'il avait appris beaucoup de choses. Et quand on l'a revu l'année d'après, au salon, c'est dans le film, un des films d'ailleurs, je ne sais plus lequel, peu importe. Il dit, mais vous savez, maintenant, quand avec Catherine, sénatrice, et Mathieu, on se déplace à un format de 2 jours, on dit c'est le format Noirmoutier. Et donc on était les premiers pour lesquels il avait fait un déplacement de cette nature. En plus, il y a quelqu'un de très abordable. Et ça a été vraiment un moment très, très important pour nous parce que c'est une belle reconnaissance. Il nous avait dit, j'aimerais bien aller rencontrer Alexandre Couillon parce qu'on se connaît, qui n'avait que 2 étoiles cet été-là. Sylvain me dit, Sylvain c'est notre chargé de mission, il ne fait pas de bruit, mais je le remercie parce que c'est lui qui a organisé toute cet après-midi. Alexandre Couillon, merci à lui, il dit, écoutez, le lundi, moi je suis fermé, mais j'ouvre pour vous. Je dis à Sylvain, piano, le budget des saveurs, dans un restaurant 2 étoiles, tu vas mollo sur les plats, les vins et tout ça, parce qu'on va exploser le budget annuel, quoi. Bon. On est allé dîner chez Alexandre, qui nous a servi un dîner, enfin c'était juste... Local. Comment ? Local. Non, oui, local, mais on n'a pas parlé d'argent, enfin, dit autrement, il s'est éclaté. Les voir tous les deux se parler, c'était juste que, comme disaient jeunes, c'était que du bonheur parce que c'était 2 professionnels qui se respectent évidemment. C'était une mise en valeur de nos produits. Et puis inutile de vous dire que Guillaume Gomez sur les réseaux sociaux, il est assez efficace. Il est juste un peu suivi. Chaque fois, on se revoit maintenant, on se revoit qu'au salon. Mais bon, bref, je suis un peu long sur le sujet, mais ça fait partie des belles rencontres qui illustre aussi la synergie et la puissance des saveurs de l'île. Je pense que, comme d'autres, on l'avait fait il y a longtemps, des accueils de grands chefs. Guillaume Gomez, il ne serait pas venu, je pense, pour voir un seul produit, une seule coopérative. Non, je pense pas je suis même sûr qu'il n'aurait pas consacré 2 jours de son agenda pour une seule coopérative ou un seul produit. Mais il avait anticipé les 30 ans, en fait. C'était ça, Luc. Voilà. Il venait voir... Je pense qu'il a été... Moi, je connais un peu Guillaume. Il a été sensible à l'initiative collective, c'est-à-dire au fait que, à travers une identité localisée, donc saveur de l'île, vous serviez les intérêts de l'ensemble des produits d'un territoire. Et moi, je pense que ça lui a parlé parce que il est très câblé comme ça. D'ailleurs, il est venu le faire ici, mais il le dit souvent à l'échelle de ce qu'on pourrait faire peut-être plus sur le plan des régions ou voir l'échelle nationale, parce qu'il est très porteur de ça, Guillaume.